Donc on commence cette journée par une conférence de Nicolas Curien, que je remercie fortement. Donc Nicolas Curien est mathématicien et théoricien des probabilités. Il travaille notamment sur les graphes et les surfaces aléatoires. Et donc il est professeur à l'université Paris-Saclay et membre de l'Institut universitaire de France. Et donc ce matin, Nicolas Curien va nous parler du hasard et poser la question le hasard est-il régulier ? Merci, bonjour à tous. Merci de vous être levés ce matin pour venir écouter une conférence que j'espère le moins barbante possible. C'est volontairement provocateur, hein, le hasard est-il régulier ? Le hasard, vous voyez des petits zéros, des 1 qui défilent, etc. Bon, le hasard existe-t-il ? Alors ça, c'est le sujet, j'imagine, de plein de conférences qui ont eu lieu lors de ces jours-ci. Moi, j'évacue ce problème assez rapidement, parce que je vais me focaliser après sur quelque chose d'assez théorique. Je suis mathématicien, donc je me pose pas trop la question de savoir si le hasard existe, mais je vous pose quand même la question. Est-ce que le hasard, c'est juste de l'imprévisibilité, une erreur due à des mesures imprécises, ou comme dirait Voltaire, ce que nous appelons hasard n'est et ne peut être que la cause ignorée d'un effet connu, ou le fameux Gott verfüllt nicht d'Einstein lors du congrès Solvay en 1927, ce qui lança à la tête de Niels Bohr, qui était le chef de file de l'école de Copenhague. Et l'école de Copenhague dit que oui, en fait, le hasard est vraiment intrinsèquement au cœur de la mécanique quantique. Donc, en fait, la nature est faite de hasard. Pour moi, je suis pas du tout spécialiste de ça. Je suis pas physicien, je suis ni philosophe. Je suis seulement un humble mathématicien, donc je vais essayer de vous présenter des choses à base d'anecdotes sur le hasard et la régularité dans le hasard. Donc, mon cadre ce matin, c'est juste un pile ou face théorique. Vous imaginez que vous avez une pièce de monnaie non biaisée et vous la lancez un certain nombre de fois. C'est barbant, ça fait pile, ça fait face, ça fait pile, ça fait face, 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 pile, etc., etc. Donc voilà une réalisation typique. Je noterai P pour des piles, F pour des faces, P, P, F, P, etc., etc., etc. D'accord ? Donc ça, c'est un pile ou face théorique. Et donc, ce qui va être important pour nous, c'est de se dire quelle est la probabilité de voir une suite de pile ou face sortir. Eh bien, chaque suite de longueur n, pensez à n égale 17, chaque suite de 17 pile ou face va avoir la même probabilité d'apparaître, à savoir, dans notre cas, 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, le nombre de fois où on a fait le tirage, donc c'est-à-dire 1 demi à la puissance n. Ça va jusque-là ? Donc ça, c'est notre cadre. Je vais commencer par des petites anecdotes, et vous allez voir qu'on va manipuler le nombre 1 sur 100 millions plusieurs fois dans cette conférence, et j'ai fait exprès de prendre 3 anecdotes où il y a à peu près 1 sur 100 millions qui arrivent. Première anecdote, plus longue suite de rouge, donc quand on est au casino et qu'on joue à la roulette, il y a rouge, noir, bon, oublions le cas du zéro, il y a rouge, noir, ça arrive avec probabilité 1,5, 1,5, donc c'est comme si c'était un pile ou face. Eh bien, si vous regardez dans le Guinness des records, la plus longue suite de rouge sortie au casino, c'est-à-dire des rouges consécutifs, il y en a eu 26 consécutifs sortis dans un casino à Monte-Carlo, je crois, en 1913. Alors imaginez-vous en 1913 en train de jouer au casino et vous voyez 26 rouges consécutifs qui sortent. Ah ! Et vous êtes là au 27e, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez miser sur rouge, sachant que la probabilité qu'il y en ait 27 qui sortent d'un coup, alors en file indienne, c'est 1 sur 100 millions. Alors là, vous vous dites, oui, non, mais sa question n'a pas de sens, parce que bien entendu, une fois que les 26 sont sortis, retirer une fois rouge ou noir, c'est indépendant de ce qui s'est passé, donc le fait qu'il y ait eu 26 rouges qui soient passés, c'est complètement indépendant de ce qui va se passer après. Bon, mais quand même, c'est un peu bizarre. D'ailleurs, si le 27e rouge était sorti, dans le Guinness des records, on aurait vu 27 et non pas 26. Une anecdote un peu moins rigolote, c'est l'anecdote de Sally Clark, qui est une mère de famille britannique, qui est décédée depuis, mais qui, dans les années 90, fin des années 90, a eu 2 enfants. 2 enfants mâles, un premier en 96, qui est mort, malheureusement, au bout de 2 mois de mort subite du nourrisson. Elle tombe en dépression, elle fait un autre enfant 2 ans plus tard. Pas de chance, rebelote, mort subite du nourrisson. 2 enfants, 2 mâles, 2 morts subites du nourrisson. Les infirmiers, les infirmières se disent « Ouh, c'est louche ».
il y a eu un procès. Lors du procès, il y a eu plusieurs erreurs mathématiques, biologiques et judiciaires commises, parce qu'elle a été condamnée, cette femme-là. Alors je vous explique pourquoi. Un des arguments, c'était que la probabilité que, statistiquement parlant, un enfant décède de mort subite du nourrisson, c'est 1 sur 8000 à peu près. Elle a eu 2 enfants. La probabilité que les 2 décèdent de mort subite du nourrisson, c'est donc, c'est faux, mais c'est donc, c'était dit au procès, 1 sur 8000 fois 1 sur 8000, ça fait à peu près 1 sur 64 millions, à peu près 1 sur 100 millions. Et ça fait une très petite probabilité, ça, quand même. Et donc, il y a un grand pédiatre qui était anobli, en plus, avant, qui a dit « Oui, c'est louche, ça fait 1 sur 100 millions, elle doit être coupable. » Elle a été condamnée. Condamnée, elle a fait 3 ans de prison, elle a été libérée après, parce que erreur judiciaire, et elle est tombée en dépression, elle s'est suicidée. Il y a 2 grossières erreurs dans le raisonnement que j'ai fait. Alors, je ne fais pas toute l'enquête judiciaire, mais dans ce que je viens de vous dire, il y a 2 grossières erreurs. Première erreur que vous aurez peut-être remarqué, c'est que si vous avez un enfant qui décède malheureusement de mort subite du nourrisson, ok, statistiquement 1 sur 8000. Mais si vous faites un deuxième enfant, est-ce que vous pouvez dire que ça va être encore 1 sur 8000, le fait qu'il décède de mort subite du nourrisson? Peut-être qu'il y a de la génétique là-dedans, peut-être que les morts sont en fait corrélés parce vous avez un gène qui est défectueux. Donc vous n'avez pas le droit de multiplier les probabilités. Donc déjà, c'était faux de dire que la probabilité qu'il y ait les 2 enfants qui décèdent de mort subite du nourrisson, c'est 1 sur 100 millions. Première erreur. Mais même si c'était vrai, est-ce que, en tant que juré, vous vous dites, je vous dis, cette femme a eu une chance sur 100 millions de voir ses 2 enfants décédés de mort subite du nourrisson. Est-ce que vous la condamnez? Eh bien, en Angleterre, ils l'ont fait. Mais, ok. Alors vous pouvez vous dire, mais pourquoi il me dit ça? Alors, prenez un autre exemple. La probabilité de gagner au loto, c'est à peu près aussi 1 sur 100 millions. Donc je vous dis, un tel a gagné au loto. La probabilité qu'il gagne, c'est 1 sur 100 millions. Ben forcément, il a triché, non? C'est un peu ça pour le cas de Sally Clark. Bien entendu, la probabilité qu'une femme donnée ait 2 enfants et qu'il décède de mort subite du nourrisson, c'est 1 sur 100 millions. Mais il y a beaucoup de femmes au Royaume-Uni. 30 millions, 50 millions, si vous prenez le Commonwealth, 1 sur 100 millions. Donc statistiquement, il va bien y avoir une femme à qui ce malheureux événement va arriver. Vous n'allez donc pas la condamner, elle n'était pas coupable, c'est juste les probabilités qui font qu'il y a eu une femme sur qui c'est tombé, et donc elle n'est pas coupable. En tout cas, pas avec ce raisonnement. Vous m'avez suivi? Si vous ne m'avez pas suivi, on va y revenir de toute façon. L'histoire vraie d'un prof sadique. On va revoir ce 1 sur 100 millions en revenir. Alors, bon, je suis prof, je suis sadique, mais je ne donne pas cet exercice. Mais vous pourriez le donner. Vous êtes au collège ou au lycée et vous voulez occuper vos étudiants. Et vous leur dites, bon, alors pour demain, vous allez tirer 1000 fois. Ouais, 100 ça marche aussi, hein, mais 1000, ça rend les arguments plus sonnants et trébuchants. Donc vous tirez 1000 fois à pile ou face, pour de vrai, et vous notez le résultat sur une feuille de papier. Ok, les élèves s'exécutent, et maintenant, lourde tâche au professeur, il doit corriger. Et il y a un élève qui l'a un peu dans le nez, parce qu'il est turbulent, et un élève rend une feuille de papier avec 602 piles et 398 faces. Je ne vous dis pas dans quel ordre, je vous dis juste 602 piles et 398 faces. Bof, c'est louche, non? Donc le prof aimerait bien dire à l'élève, tu as triché. Est-ce qu'il peut être sûr qu'il a triché? Ben non, il ne peut pas être sûr à 100%. Alors je vous mets le petit cartoon là que j'aime bien. C'est quelqu'un qui, voilà, over here we have a random number generator, donc un générateur de nombres aléatoires, et la bestiole elle dit 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Alors le type il dit, mais vous êtes sûr que c'est aléatoire? Eh ben c'est ça le problème avec l'aléatoire, on peut jamais être sûr. Donc là, pareil, oui, il se peut que l'élève soit vraiment tombé sur une suite de 602 piles et 398 faces. Mais c'est quand même louche. Alors pour savoir, pour quantifier, comme dans l'histoire de Sally Clark, pour quantifier la façon dont c'est louche, il faut faire un peu de maths. Alors, c'est là que arrive la première loi. Donc, quand je parlais de la régularité dans le hasard,
je vais vous parler de théorème de maths, de loi. La première loi, c'est la loi des grands nombres, qui est passée dans le langage courant maintenant. La loi des grands nombres, vous voyez, c'est même sur les timbres-poste en Suisse, c'est Jacob Bernoulli. Alors, vous savez que les Bernoulli, vous pouvez jouer au jeu des 7 familles, parce qu'il y a Jacob 1, Jacob 2, Jacob 3, Nicolas 1, Nicolas 2, Daniel, Johan 1, Johan 2, donc il y a toute une famille de Matteux Bernoulli. Donc, c'est sur les timbres-poste en Suisse. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi ? Eh bien, elle dit que si vous jouez à pile ou face assez longtemps, vous tirez, pile, face, et vous notez la proportion de piles que vous avez eues dans votre tirage. Eh bien, cette proportion doit converger vers la proportion théorique, qui est 1,5. Et vous voyez, j'ai fait une petite simulation, là. En abscisse, vous avez le temps, le nombre de tirages, ici c'était 100, et en ordonnée, vous avez la proportion de piles que vous avez eu pendant votre tirage. Donc au début, ça démarre de 1, ça veut dire que vous avez eu 1 pile au premier tirage, puis ça diminue parce que vous avez des faces, etc. Et vous voyez que ça converge vers, je la remets, vers 1,5. Voilà, ça c'est une loi. Alors, comment ça se passe ? Pourquoi cette proportion, lors d'un tirage, converge vers la proportion théorique ? Alors on pourrait se dire, comment ça se passe ? C'est la pièce qui regarde ce qui s'est passé avant. Elle se dit, il y avait un petit peu plus de faces avant, j'ai envie de tomber un peu plus sur pile. Bien sûr que non. Alors je vous fais une esquisse de preuve. La preuve, en fait, c'est que c'est pas du tout un phénomène de hasard, mais c'est un phénomène de combinatoire. Il se trouve que, c'est le dernier paragraphe, parmi toutes les suites de pile ou face avec 1000 tirages, il y en a beaucoup, 2 puissance 1000. Vous savez que si vous tirez à pile ou face 1000 fois comme ça, vous notez le résultat, vous êtes sûr et certain d'être en face d'un miracle. C'est-à-dire que personne au monde et personne dans l'univers ne l'aura jamais vu, ce tirage-là, même pas un ordinateur. Si vous tirez 1000 fois pile ou face, les 1000 PF que vous verrez devant vous, ce sera unique dans l'univers. Depuis le début de l'univers jusqu'à quasiment sa fin. C'est miraculeux, n'est-ce pas ? Alors, par contre, on peut faire des calculs de probabilité et se dire que parmi toutes ces suites, un nombre gigantesque, je vais compter le nombre de suites où il y a à peu près autant de piles que de faces, c'est-à-dire entre 49 et 51% de piles et de faces. Eh bien, il se trouve que c'est la majeure partie des suites qui sont là. Il y a très peu de suites. Là, je ne vous parle pas de probabilité, je vous parle de nombre, de combinatoire. Il y a très peu de suites qui sont déséquilibrées. Et donc, après, votre pièce de monnaie, elle ne voit pas le passé, elle ne voit pas le futur, comme dirait Monod dans Le hasard et la nécessité. Le hasard, liberté absolue mais aveugle. Votre suite, c'est juste une suite choisie au hasard parmi les suites de 1000 pile ou face. Or, comme il y en a beaucoup plus qui sont équilibrées, eh bien, votre suite sera équilibrée, c'est-à-dire que la proportion va tendre vers 1,5. C'est tout. Alors, je vous illustre ça par des graphiques. Là, j'ai fait les histogrammes du nombre de suites de pile ou face en fonction de la proportion. Donc, vous avez entre 0 et 10, là, et la proportion au milieu, c'est 5. Vous avez 5 pile ou face. Là, entre 0 et 30, 15 piles. Entre 0 et 100, 50. Ici, entre 0 et 1000, 500. Et ce que vous voyez, là, l'histogramme, eh bien, c'est le nombre de suites qui ont le nombre de piles. Donc, vous voyez qu'il y a très peu de suites. Vous voyez ici, par exemple, il y a très peu de suites, parmi les suites à 100 piles ou face, qui ont 20 piles. Alors qu'il y en a beaucoup qui ont 50 piles. À peu près 50. Donc maintenant, si je vous dis, eh ben, vous allez me choisir une suite au hasard là-dedans, avec votre petite flèche rouge, bien entendu, vous allez choisir une suite qui va être dans cette bosse. Et donc, choisir une suite dans cette bosse, ça veut dire que votre suite sera équilibrée, qu'il y a à peu près autant de piles que de faces. OK ? Donc c'est de la combinatoire. C'est de la combinatoire et vous expérimentez ça tous les jours parce que c'est en fait la thermodynamique. La thermodynamique, c'est des probabilités et les phénomènes que vous voyez à grande échelle dans la thermodynamique des gaz, c'est dû à la loi des grands nombres. Par exemple, vous savez très bien que si vous mettez un sucre dans de l'eau, le sucre il va fondre. Mais il n'est pas
impossible que spontanément, dans de l'eau sucrée, le sucre se reforme d'un coup et saute au-dessus et vienne se remettre dans le paquet de sucre. C'est pas impossible. Par contre, c'est avec une probabilité 1 sur 2 puissance, je sais pas quoi, 1000. C'est plus que 1000 là. Mais c'est pareil que tout à l'heure, c'est un miracle. Ça ne va pas arriver, bien sûr, mais c'est possible. Voilà. Donc la loi des grands nombres, ça fait apparaître à partir de phénomènes aléatoires, mais des phénomènes aléatoires répétés sur des populations, des phénomènes déterministes. Donc voilà, c'est à partir de ça qu'on fait de la statistique et de la thermodynamique des gaz. Ça va? On zoome? On y va un peu plus vite? Pas un peu plus vite, mais un peu plus précisément. Donc je vous ai dit que maintenant, dans ma suite de pile ou face, je vous rappelle que notre but, c'était toujours de coincer notre élève. Là, hein. On avait un élève qui avait 602 piles pour 1000. On voulait essayer de le coincer pour aller voir le proviseur. Bon. Alors, zoomons un peu. Là, je vous remets les histogrammes de nombre de suites avec un nombre de piles donné pour n égale 30, 100, 1000 et 10 000. Et vous voyez que c'est très piqué autour de 10 000. Je vais zoomer sur ces trucs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai zoomé sur les 4 graphiques pour les mettre à peu près à la même échelle. Donc rappelez-vous, avant c'était 0,30, vous le voyez, mais ça, avant c'était 0 jusqu'à 10 000. Et regardez l'échelle, ici c'est 4500, 5500. Donc j'ai vraiment étiré pour que ce soit à peu près à la même échelle. Et qu'est-ce que vous voyez apparaître là? Vous voyez une courbe qui a l'air de se dessiner, qui a l'air d'être à peu près la même quand n devient grand. C'est quoi cette courbe? Eh bien, c'est la fameuse, on va l'écrire, la fameuse courbe de Gauss, la loi gaussienne, 1 sur racine de 2pi exponentielle moins x carré sur 2. La courbe en cloche. Carl Friedrich Gauss. Bon, si vous n'aimez pas les exponentielles, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit, cette loi? Eh bien, cette loi, reprenez notre histogramme de tout à l'heure du nombre de suites avec un nombre de piles fixé. Eh bien, cette loi, elle dit que, en fait, la taille de cette bosse, bien qu'elle devienne petite avec n, eh bien, la taille de cette bosse, c'est de l'ordre de racine de n. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que l'histogramme du nombre de suites avec un nombre de piles fixé, n sur 2, c'est à peu près la proportion théorique, eh bien, la majorité de mes suites, elles ont une déviation par rapport à ce n sur 2 d'ordre de racine de n. Et là, ça devient quantitatif, parce qu'on écrit donc le nombre de piles ou faces qu'on attend, c'est à peu près n sur 2, notre nombre de tirages, plus ou moins racine de n. Et même mieux que ça, ça devient quantitatif, parce que si vous comptez le nombre de suites de piles ou faces qui ont n sur 2 piles plus ou moins racine de n, eh bien vous voyez que c'est 95% des suites. Vous voyez ça dans les carnets, les carnets de santé, vous savez, quand vous dites, bah voilà, je suis plus grand que la moyenne, à plus 1 sigma, plus 2 sigma dans les carnets de santé, ça c'est les trucs, c'est les intervalles avec les 95%. Ah, revenons à nos moutons, 95%. Revenons à notre élève supposé être tricheur. On applique ce raisonnement à notre élève et on se dit, donc si on tire 1000 fois pile ou face, on s'attend donc à, on prend n égale 1000 dans cette formule, on s'attend à peu près à 500 piles, plus ou moins racine de 1000. Racine de 1000, c'est 30. Oh, lui, il avait 602. C'est pas plus ou moins 30 là, c'est plus ou moins 100. Et en fait, ça fait une énorme différence, parce que si vous faites le calcul des probabilités, la probabilité d'avoir obtenu plus que 600 piles, c'est de 1 sur 100 millions. C'est de 1 sur 100 millions. Revoilà le 100 millions, à peu près, hein, je triche un peu. Alors là, moi, en tant que prof, je dis, il a triché, c'est sûr. Presque sûr. Vous voyez la différence avec tout à l'heure?
il y avait aussi un 1 sur 100 millions pour Sally Clark. Tout à l'heure, j'ai dit, ah ben, on peut pas dire qu'elle est coupable. Là, je dis, il y a 1 sur 100 millions, et je dis, là, il est coupable. Vous voyez la différence? C'est que tout à l'heure, Sally Clark avait été sélectionnée parmi un pool de 50 millions de femmes. Elle avait été sélectionnée parce qu'il y avait eu cet événement qui était arrivé sur elle. Or, cet élève, il a été sélectionné parmi un pool de 23 élèves. Donc, c'est pas du tout pareil. Donc, le fait qu'il y ait une probabilité de 1 sur 100 millions, s'il y a un de mes 23 élèves qui arrive à avoir une probabilité de 1 sur 100 millions, c'est franchement louche. Tandis que si sur 50 millions de femmes, il y en a une qui arrive à avoir un truc de probabilité 1 sur 100 millions, c'est beaucoup moins louche. C'est même quasiment normal. Capito? Alors, on va essayer d'appliquer ça maintenant au sondage. Les élections présidentielles se préparent. Les élections régionales, on n'a pas eu beaucoup de sondages. Mais là, on va en avoir. On va être abreuvé de sondages. Donc, je vais vous faire un petit cours de sondage. Alors, les sondages, c'est des statistiques. Les statistiques, c'est faire des probabilités à l'envers. Quand on faisait notre pile ou face, on avait notre pièce de monnaie dont on savait qu'elle était équilibrée. Pardon, excuse-moi. On savait que la probabilité de tomber sur pile ou sur face, c'était 1,5. Quand on fait un sondage, on se dit, il y a une pièce de monnaie qui s'appelle candidat A, candidat B. Elle a une vraie probabilité dans la population. Disons, le candidat A va recueillir P% des voix, le candidat B va recueillir 1 moins P% des voix. Le P est là, et j'essaye de l'estimer en faisant un sondage, c'est-à-dire sans faire l'élection présidentielle, parce que ça coûte trop cher. Je vais faire un sondage, je vais faire une mini-élection sur 1000 sondeurs, sondés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je fais un sondage, si je demande le nombre de votes pour le candidat A, ou la candidate A, eh bien ce sera à peu près la proportion P que je ne connais pas, qui est inconnue, fois N, le même N, le nombre de sondages, de sondés, plus ou moins racine de N, qui est notre erreur typique. Donc je remets ici. Donc j'ai une pièce biaisée. Le P est ici inconnu. Je ne sais pas si c'est 1,5. C'est quelque chose comme 52-48 dans les faits ou 55-45. Et j'essaye de savoir si c'est 55-45 ou 52-48. Donc je fais mon sondage, je fais 1000 tirages et je dis ah, la proportion de vote que je vais avoir, c'est donc la proportion limite P plus une erreur. Il faut diviser tout ça par n, plus une erreur qui est de l'ordre de racine de n sur n. Donc mon erreur ici, que vous voyez là, le racine de 1000 sur 1000, c'est donc 1/30 à peu près. 1/30, ça fait 3%. Donc c'est pour ça que, quand vous voyez les journaux, ils vous disent « Ah, bah voilà, j'ai fait un sondage, Ellops, machin, interactive, on vous donne la proportion 52-48, plus ou moins, ils disent 2%, 3%, mais c'est ça, c'est cette ordre de grandeur-là. D'accord? Donc ça, c'est la marge d'incertitude, la marge d'erreur. Mais en fait, ce que devraient vraiment dire les journaux. Alors dans les années 2000, ils disaient « J'ai fait un sondage, candidat A est estimé à 48%, candidat B 52%. » Ça, c'était dans les années 2000. Depuis, ils se sont dit « Ah oui, bon, on fait des erreurs dans les sondages, donc on a une marge d'erreur. » Donc maintenant, ils disent estimé à 48-52, marge d'erreur de 3%. Et donc les gens sont plus contents du tout, parce que quand on a 48 et 52, qu'on a une marge d'erreur de 3%, bah alors qui va gagner? C'est votre problème de savoir ce que ça veut dire les sondages, hein, c'est pas le problème des sondeurs. Mais en fait, les sondeurs devraient dire candidat A est estimé à 48-52, marge d'erreur de 3%, et en plus, mon sondage, il est vrai seulement avec une proba de 95%. Vous imaginez dire ça dans le monde? Non mais les gens vont devenir cinglés là. Vous imaginez? Sondage, candidat A 48-52, marge d'erreur de 3% et en plus probabilité 95% que mon sondage soit vrai. C'est ce qu'il devrait dire. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, quand on fait notre gaussienne, ici on a notre paramètre P inconnu qui est ici, notre marge d'erreur c'était notre plus ou moins racine de n, ça correspond à nos plus ou moins 3%, et l'aire de la courbe en dessous, le 95%, c'est la probabilité que mon sondage tombe là-dedans. Donc il pourrait même y avoir des sondages
très atypique. Imaginez, vous téléphonez et vous tombez sur 1000 personnes qui ne votent pas comme le reste de la population. Ben, il se peut que votre sondage tombe complètement à côté de la prédiction théorique. Donc on devrait dire, les sondages sont en plus vrais à 95%. Vous voyez un peu ? Il faut prendre des pincettes. Retour du prof sadique. Donc le prof est allé voir l'élève, il l'a emmené dans le bureau du proviseur, et il dit, bon, un tel, tu as triché. Ah oui, d'accord, j'ai triché. Bon, que fait un prof quand un élève a triché et qu'il n'a pas fait son exercice ? Il lui fait refaire l'exercice pour le lendemain. Pas bête, l'élève. Il revient le lendemain, monsieur, j'ai fait l'exercice, j'ai tiré 1000 fois à pile ou face, et regardez, j'ai pile poil, 500 piles, 500 faces. Alors là, vous allez dire, jamais content, mais moi, si on me fait ça, je dis, 500 pile poil. Pas 501, 500. Ah ah. Ben oui, parce que la probabilité de tomber exactement sur 500, c'est de l'ordre de notre truc là, 1 sur 30. Donc là, je ne peux pas dire, lors de 1 sur 30, je ne peux pas vraiment dire qu'il a triché. Mais j'ai quand même des suspicions qu'il se fout un petit peu de moi, cet élève. Parce que c'est trop beau pour être vrai. Normalement, il aurait dû avoir 500 plus ou moins un truc entre 1 et 30. Mais que ce truc tombe pile poil sur 0, c'est louche. Pas assez louche pour le faire condamner. Mais laissez-moi vous raconter la petite histoire de George Mendel, que vous connaissez, le père de la génétique, qui dans les fins des années 1800 a fait ses histoires de croisement sur les petits pois pour établir le caractère héréditaire des chromosomes. Caractère petit a, caractère grand A, petit b, grand B, on les croise encore, on fait des calculs et on dit, bon voilà, ça fait la génétique. Il n'avait pas compris que c'était supporté par l'ADN et les chromosomes et tout, mais il avait compris le caractère héréditaire de certains caractères dans les petits pois. Magnifique, me direz-vous. Il a lancé la génétique. 50 ans plus tard, Fischer, un statisticien, dit « J'ai repris les calculs de Mendel et c'est un peu trop beau pour être vrai. » Parce que quand il a fait ses calculs, Mendel, il a croisé, je ne sais plus, 10 000 petits pois et il devait tomber sur des résultats, mettons, 10 000 et la probabilité de tomber sur un truc, disons, c'est 1,5. Et bien, comme l'élève, il tombait super proche de 10 000 divisé par 2, super proche de 5 000. Tellement proche que Fischer a dit, j'ai refait les calculs. Mendel, vos expériences, elles marchent trop bien. C'est trop beau pour être vrai. La probabilité de tomber là-dessus, c'est 7 sur 100 000. Et donc, Fischer conclut en disant, oui, alors, c'est peut-être pas Mendel, mais plutôt un de ses assistants qui a dû tripatouiller les nombres. Voilà. Ici, dans l'histoire du prof sadique, c'est Fischer, et l'histoire de l'élève qui est trop appliqué, c'est Mendel. Alors bien entendu, c'est à prendre avec des pincettes. Je termine avec une simulation du mouvement brownien en dimension 2, une particule qui se déplace dans de l'eau, qui est un mouvement erratique, qui est complètement aléatoire, qui s'appelle le mouvement brownien, qui fait une courbe complètement aléatoire, mais on a l'impression qu'elle est aléatoire, mais elle est très régulière dans son hasard, dans son aléa, c'est-à-dire que si vous la regardez localement, quelque part et localement ailleurs, eh bien elle ressemble, toutes les propriétés sont les mêmes en chaque point. C'est un hasard qui est tellement régulier qu'il en est quasiment plus hasardeux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Oui. Petite question, bonjour. Oui, bah, si on reprend l'exemple du sucre, il y a toujours une certaine probabilité que les choses reviennent, disons, au point de départ, c'est le théorème de récurrence, mais le problème, c'est que ça ne sera jamais au moment où on regarde. C'est-à-dire, la probabilité que ça arrive est faible, mais pas extrêmement faible, mais la possibilité que ça arrive au moment où on regarde, alors là, elle est infiniment faible, presque. Oui. Voilà. Oui. Mais c'était pas ça ma question. Ma question, c'était plutôt à propos du deuxième tirage du mauvais élève qui trouve 500. Effectivement, c'est une valeur improbable.
Mais n'importe quelle valeur est improbable. C'est-à-dire 501, 499, c'est improbable aussi. C'est même pire que ça, c'est la moins improbable en fait. 500, 500, c'est la moins improbable. Voilà, c'est même la moins improbable. Donc le raisonnement en termes de probabilité, finalement, ne tient pas. C'est vrai qu'on a envie de le condamner parce que ça paraît louche, et pourtant, c'est le plus probable. Alors, c'est quelque chose qui est très 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 fréquent dans les articles scientifiques. Ça s'appelle faire un raisonnement a posteriori. Le raisonnement a posteriori que vous faites est tout à fait véridique. Si je vous dis 602, 398, la probabilité d'avoir pile poil ce tirage, c'est très faible. Je vous dis 501, 499, la probabilité d'avoir ce tirage, c'est faible aussi. Par contre, il y a une grande différence, c'est faire le raisonnement a priori. Le raisonnement a priori consiste à dire, je n'ai encore pas tiré, et je me dis, quelle est la proba qu'il tombe pile poil sur 500, 500 ? Et là, c'est 1 sur 30 à peu près. D'accord ? Donc c'est comme l'histoire des 26 rouges ou 23 rouges là. La probabilité de voir 23 rouges consécutifs, c'est 1 sur 2 puissance 23. C'est très faible. Mais si vous faites un tirage de 23 pile ou face, la probabilité de voir ce tirage particulier est exactement la même. C'est aussi 1 sur 2 puissance 23. Donc vous pouvez très bien faire un tirage et faire le raisonnement a posteriori en vous disant quelle est la probabilité que je vienne de voir pile poil ce tirage. Ben, c'est super faible aussi. La grosse différence, c'est qu'on a fait un raisonnement a posteriori parce qu'on a regardé notre tirage et après avoir fait le tirage, on a calculé la probabilité que ce tirage sorte. C'est la différence avec le 501-499 du 500-500. Le 500-500, il a quelque chose d'a priori. Le 501-499, il a quelque chose de pas a priori. C'est pour ça que l'élève, s'il était venu me voir avec un 501-499, je me serais pas dit il est louche. Tandis que le 500-500, il a quelque chose d'a priori parce que l'élève, il s'est fait condamner parce que c'était pas bien proportionné. Donc, il va viser le 500-500. Donc, il a quelque chose d'a priori. C'est pour ça que le raisonnement est différent avec 501, 499 et 500-500. Il y a une autre statistique, je l'ai pas fait ici, mais il y a une autre statistique qui vous permet de déceler les tricheurs à coup sûr. C'est la taille du plus long run. Le plus grand run, c'est le plus grand nombre de piles consécutifs. Et quand vous faites un tirage, pas aléatoire, vous le faites avec votre cerveau. Vous n'avez pas envie de faire des longs tirages, de faire pile, parce que vous vous dites « Ouh là là, c'est improbable ». Alors qu'en fait, sur un tirage de 1000, il est très 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 probable d'avoir au moins 6 piles consécutifs. Tandis que si vous le faites dans une feuille, vous n'allez pas mettre 6 piles consécutifs. Donc c'est beaucoup plus facile de déceler les tricheurs avec ça. Mais c'était effectivement... Oui, bonjour, merci pour la conférence. J'avais une petite question par rapport au cas de la femme là, de l'erreur judiciaire. Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de calculer la probabilité en tenant compte justement de la taille de la population, ce dont vous avez fait vaguement allusion? Tout à fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y avait deux erreurs. Il y avait une erreur biologique qui consistait à... une erreur de probabilité de base qui consistait à multiplier les probabilités alors qu'on n'avait pas le droit. Donc, si tant est qu'on arrive à les multiplier et arriver à une probabilité théorique qu'une femme ait 2 enfants et qu'il décède de mort subite du nourrisson, après, ce qu'il faut comparer, c'est cette probabilité fois le nombre de réalisations. Donc là, la probabilité était de 1 sur 100 millions. Il faut la comparer, non pas avec une femme, mais il faut la comparer avec le nombre de réalisations, c'est-à-dire le nombre de femmes dans le Commonwealth. Et là, vous voyez que c'est plus du tout... disproportionné. Moi, j'avais une question par rapport à la physique. Est-ce que du coup, il y a une probabilité qu'il y a un objet qui puisse dépasser la vitesse de la lumière dans ce cas-là? Alors là, je sais pas. Je crois qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Mais, ah oui, c'est pour ça. Mais moi, est-ce qu'on peut réfléchir l'un par rapport à l'autre, ces deux éléments? Si vous me formulez ça en termes de pile ou face, je peux réfléchir, mais sinon, ouais, voilà. Je suis très limité en physique. D'accord. Merci beaucoup Nicolas Curien pour cette super présentation et conférence riche en exemples et en réflexions. Donc la question, le hasard est-il régulier? Donc la réponse est le hasard intrinsèquement est imprévisible, mais
dans la modélisation mathématique qu'en font la théorie des probabilités, la multiplicité des réalisations des événements aléatoires crée un phénomène de régularité et on finit par pouvoir déterminer de façon sûre, avec de façon très certaine, les propriétés macroscopiques des grands nombres de réalisations. Ce que cette conférence a montré, c'est toutes les questions finalement d'ordre philosophique que cette apparente contradiction apporte, même si Nicolas Curien a commencé en disant qu'il n'était pas philosophe et qu'il évacuait la question de l'existence du hasard. Finalement, les questions qui ont été données à la fin de la conférence montrent bien qu'il y a cette question de qu'est-ce que la probabilité, est-ce qu'elle est extérieure à nous, est-ce que c'est simplement une probabilité, ce qu'on appelle épistémologique, donc de connaissance, ou ontologique, donc d'essence. Cette question-là, en fait, elle émerge naturellement dès qu'on veut appliquer la théorie des probabilités dans les problèmes concrets de notre vie, et encore plus lorsqu'il s'agit de problèmes sociaux où on va intégrer la notion de responsabilité. Donc, cette fois-ci, on va vraiment avoir besoin de savoir qu'est-ce que c'est que réellement cette probabilité, parce que du coup, on dévie de la théorie fréquentiste qui est modélisée et qu'on a souvent tendance à considérer, vers une théorie de la décision où il s'agit d'utiliser l'outil probabiliste pour prendre des décisions concrètes dans notre vie sociale et institutionnelle. Et donc cette conférence montre bien que finalement la régularité qui sort des phénomènes probabilistes et des phénomènes stochastiques, elle n'est jamais donnée de façon brute, elle est toujours dans un contexte. Il faut toujours donner les conditions de ce qu'on sait, les conditions de ce qui est arrivé, si c'est a posteriori, a priori, etc. Et que dire simplement cet événement est peu probable ou est probable, ça n'a pas de sens en soi et que c'est toujours une probabilité qui est donnée dans un contexte. Merci encore Nicolas Curien.